Septembre 2017, nous voici à tourner dans les rues de Toulouse, caméra à l'épaule. Une ville magnifique certes, mais pas question de tourisme ici. Nous avons rendez-vous afin de visiter et de découvrir ce qui nous a semblé être un des projets les plus prometteurs dans le domaine du manga français, Leima. Mais pour commencer, laissons notre hôte se présenter et vous en parler un peu. Bonjour, je suis Claire Pellier, je suis la directrice de l'École internationale du manga et de l'animation et de Toulouse Manga. Leima, c'est une formation professionnelle en 3 à 4 ans pour devenir mangaka avant tout, mais également pour devenir character designer, storyboarder, illustrateur, concept artiste, donc les métiers qui gravitent autour du manga, de l'animation et de l'illustration. La motivation, elle est venue des élèves de Toulouse Manga. Donc Toulouse Manga, c'est une école de loisirs que j'ai ouverte en 2012, et à partir de 2012, mes élèves m'ont dit « on veut devenir mangaka ». Et je leur ai répondu que c'était génial, mais que moi toute seule, j'avais pas les compétences nécessaires pour les amener jusqu'à un niveau professionnel. Et donc de 2012 à 2015, j'ai cherché les compétences, j'ai créé le cursus, j'ai fait intervenir tout un tas de personnes vraiment spécialistes comme des mangakas français, japonais, des éditeurs, des illustrateurs. Et tous ensemble, en fait, on a mis en place le cursus, donc avec, on espère, et puis jusque-là c'est plutôt bien parti, tous les éléments nécessaires pour amener nos élèves à un niveau professionnel et vraiment à travailler dans le manga ou dans l'illustration ou dans le character design à la fin. Prometteur, n'est-ce pas ? Nous avions bien évidemment hâte d'en savoir plus, c'est pour cela que nous avons passé une journée avec eux afin de vivre et de vous faire vivre le quotidien de Leima. Nous sommes donc arrivés un lundi matin de septembre, peu avant le début des cours. Nous découvrons les locaux, assez petits mais chaleureux, aux murs recouverts d'originaux d'auteurs français. Les premières années sont installées dans un open space, tandis que les secondes années ont eux cours dans une salle à part. Et tout de suite nous vient une question. Il semble y avoir peu d'élèves, est-ce par choix ? On a entre 80 et 70 candidatures par an, et on prend... La première année on a pris, que je dise pas de bêtises, 28 élèves, et là cette année on a pris 20 et quelques élèves. Donc concrètement on prend environ entre 20 et 30% des candidatures qui se présentent. Donc déjà il y a une première sélection sur dossier, les gens nous envoient un dossier et quand on voit que le niveau est pas suffisant, plutôt que de les faire déplacer pour faire un stage, on leur dit non d'office, à part s'ils veulent venir voir comment ça se passe, mais en leur disant bien que concrètement pour cette année c'est pas possible pour eux. Et ensuite ils ont des stages de 3 jours, et à l'issue de ces stages en fait on choisit les élèves dans lesquels on croit. C'est-à-dire que concrètement, nos effectifs sont entre 20 et 25 élèves. Si on voulait avoir des classes complètes, on n'a aucune classe à 20 ou 25 élèves, ils sont 16, 13. Parce que pour nous, c'est important de ne pas prendre des élèves juste pour prendre des élèves, mais de prendre des élèves parce qu'on se dit qu'ils peuvent y arriver. Que derrière, ils peuvent avoir une chance de travailler dans le manga ou un des domaines proches. C'est pour ça qu'on refuse entre 70 et 80% des candidatures chaque année. Pas que les gens soient pas intéressants, pas motivés ou pas doués, mais juste que parfois on préfère qu'ils repoussent un an ou qui fassent d'autres choses plutôt que de les prendre chez nous si on n'y croit pas assez. Voilà. Et puis si on voit que c'est trop difficile pour eux aussi, parce que le cursus est extrêmement exigeant. Mangaka est effectivement un métier exigeant et difficile, et on imagine qu'une telle formation doit également les préparer à cela. Nous en avons d'ailleurs profité pour demander aux élèves s'ils s'attendaient à cette charge de travail. Oui, je m'attendais à une grosse charge parce qu'on nous avait prévenu. Donc on nous le dit tout de suite, qu'on va avoir du travail, qu'on va être fatigué, on risque de craquer. Mais là, pour le moment, ça va. La charge de travail est légèrement plus intense. Mais après, l'an dernier, en fin de prépa, on avait aussi une charge de travail assez intense. Donc la transition entre les deux se fait relativement bien. Moi, je m'y attendais. Après, j'ai toujours eu l'habitude de prendre plus de boulot que je ne peux en faire. Donc, de base, j'étais surchargé de boulot. Je vais ralentir un petit peu cette année. C'est mon but pour mieux me concentrer sur les choses qui sont importantes et vraiment prendre du recul et avancer avec plus de qualité et moins de quantité. Donc, cette année, changement de stratégie. Mais sinon, la charge de boulot, elle est largement faisable pour quelqu'un qui s'organise et qui n'a pas trop besoin de sommeil. On a pas mal de devoirs. Ça, c'est assez stressant, parce qu'on doit les gérer et gérer notre vie à côté aussi. On rentre tard, on se lève tôt. Donc oui, c'est difficile à gérer, mais pour le moment, ça va. Pour le moment. Retour à cette journée avec le début des cours. Les deuxièmes années sont en plein cours de dessin, un cours qui porte aujourd'hui sur le bras et qui pourrait presque ressembler à un cours de sciences tant on y détaille l'anatomie et le fonctionnement des muscles pour comprendre comment les dessiner. Les premières années, eux, sont en plein cours de scénario, un cours qui a la particularité d'être donné en japonais par une mangaka japonaise, Nakashima Sensei, et traduit au fur et à mesure par son assistante.
Il apparaît effectivement compliqué de prétendre former des mangaka sans professionnels du milieu. Pour moi, c'est même impossible en fait. Enfin, disons que le manga fait partie de la grande famille de la bande dessinée. Si on va pas chercher au Japon les compétences pour faire du manga, on va être dans un manga qui est déjà transformé par le prisme d'une vision occidentale. Donc c'est pour ça que c'est super important pour moi qu'il y ait des auteurs des auteurs français qui viennent faire des masterclass, mais que l'enseignement de base soit fait par une mangaka japonaise. Le but en fait c'est vraiment d'aller chercher les compétences au Japon pour que les élèves aient l'enseignement du manga dans ces lignes, ces lignes pures, enfin je veux dire vraiment la vision japonaise du manga, pour qu'ensuite ils se l'approprient et qu'ils en refassent quelque chose qui leur appartient, mais qu'on n'ait pas déjà en fait un biais vu par un regard occidental. Voilà, donc oui, je suis partie chercher les compétences au Japon. Quand j'étais professeure à Toulouse Manga, j'ai commencé par aller me former dans une école, la Nakano Manga School, avec Nao Yazawa, qui est une mangaka japonaise, parce que je voulais moi continuer aussi à enrichir ma connaissance du manga pour mes élèves. Donc je me suis aperçue de la différence d'enseignement entre le Japon et la France. Et ensuite j'ai eu la chance en fait d'accueillir Eiji Otsukara, encore une fois, qui est venu faire une masterclass à Toulouse avec les élèves de Toulouse Manga et qui est venu avec Nakashima Sensei, donc qui était une de ses élèves, qui était son assistante, qui était professeure à l'université de Kobe et qui ensuite a fait ses débuts en tant que mangaka avec Eiji Otsukara au scénario. Et on a gardé contact comme ça avec Nakashima Sensei, et en fait c'est ça qui a fait tout le déclic, parce qu'on est passé d'une envie de faire une école mais avec les compétences qu'il fallait trouver, aux compétences qui étaient là. Nakashima Sensei voulait s'installer en France, donc en gros c'était l'autoroute qui se traçait. Et Nakashima Sensei est venu, a commencé par enseigner à Toulouse Manga, et ensuite on a créé Leima ensemble, donc c'était aussi très important d'avoir son regard sur le cursus. 調査の対象としてトゥールーズ漫画に来させていただいて、クレールと出会ったのがきっかけですね。 Donc, au début, je travaillais à l'université japonaise. J'ai travaillé et tout en même temps, j'ai enseigné le manga aussi. J'étais comme une assistante. Et mes recherches, c'était comment enseigner le manga japonais à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Madame Pellier, Claire Pellier, la directrice de l'EIMA. Et c'est comme ça qu'on s'est bien entendu. Et c'était mon objectif aussi de savoir et enseigner ici en français. Donc c'était le but pour moi et pour Claire aussi. Du coup, j'ai venu à l'EIMA et j'ai devenu professeur ici. Vous aurez peut-être remarqué que depuis le début, on mentionne très souvent Toulouse Manga. Mais c'est quoi exactement Toulouse Manga ? Alors, Toulouse Manga, c'est une école de loisirs, on propose des cours de manga avant tout, puisque c'est à partir de ça que ça a été créé. Ensuite, on propose des cours de dessin, donc là c'est plus général, c'est parce qu'en fait en manga on leur apprend la narration, le séquençage, à faire des pages, et assez peu le dessin en définitive, donc on a des cours de dessin à côté. On a des cours de japonais, de coréen, on a des cours de colorisation traditionnelle, de colorisation digitale, donc c'est en gros tout ce qui va toucher l'univers du manga, que ce soit au niveau du japonais, coréen, donc là, parce que ça découle aussi un peu sur le manhwa, sur les dramas, sur toutes ces choses-là. Et c'est du loisir, donc les élèves viennent par plaisir d'apprendre, c'est-à-dire que contrairement à l'EIMA, à la sortie, ils ne seront pas professionnels, ou s'ils le sont c'est génial, mais on les aura pas autant poussés pour qu'ils le soient. J'ai commencé à Toulouse Manga comme élève, en fait. Je crois qu'elle avait 4 mois d'existence au moment où je suis arrivée comme élève. Et donc Claire Pellier a voulu étendre l'activité et a eu besoin de bras parce qu'elle toute seule, elle peut toujours pas faire tout. Et donc du coup, je me suis formée un peu à la pédagogie. Elle a continué de me former sur tout ce qui est l'enseignement du manga. Je suis partie avec elle aussi au Japon pour me former auprès d'une professionnelle pour continuer d'acquérir de la technique et de la théorie et pour pouvoir prodiguer un enseignement de qualité. Et petit à petit, avec l'activité croissante de l'école, j'ai gagné des galons. Il y a 2-3 élèves encore cette année qui étaient là depuis le tout début, donc ça va faire leur 6e année d'inscription à l'école. Après, ces élèves-là, ils restent pas forcément tous sur les mêmes matières. En fait, ils aiment bien de temps en temps découvrir d'autres choses. Donc ils ont fait du manga, là, ils vont peut-être se mettre à faire de la colorisation digitale et certains se perfectionner dans le dessin. Donc ça bouge, mais après, il y a surtout dans les cours de première année où il y a un gros turnover. Il y en a certains qui décident de rester, d'autres qui continuent, qui veulent tester autre chose. Bon, après, c'est propre à l'âge des élèves où on a
une majorité, on va dire, de collégiens jusqu'à début fac. Donc là, les plus jeunes, ils ont 10 ans à peu près, et là, actuellement, le plus âgé, je crois qu'il doit avoir 43 ou 44 ans. C'est un papa qui vient prendre des cours de manga avec son fils, ils sont ensemble tous les deux, on trouve ça trop mignon. Donc Toulouse Manga pour les loisirs et l'AIMA avec un objectif plus professionnel, c'est noté. Mais à notre connaissance, il n'existe malheureusement pas de diplôme de mangaka en France. Alors, qu'est-ce qui attend les élèves à la sortie ? Alors, justement, on est une formation professionnelle, on n'est pas une école. On n'a pas de diplôme, en fait, il n'existe aucun diplôme reconnu en manga à l'heure actuelle. Et notre but, évidemment, c'est d'ouvrir tous les horizons des élèves, donc de les préparer à plusieurs métiers. Mais on veut pas faire une formation illustration en y mettant un peu de manga. Manga, c'est quand même plus de la moitié de leurs heures chaque année. Ils ont 50 à 60% de manga et 40 à 50% d'autres choses. Donc du coup, plutôt que de leur faire préparer un diplôme qui leur prendrait beaucoup de temps et de faire un petit peu de manga comme ça, on a choisi de ne pas faire passer de diplôme pour l'instant et de travailler sur un RNCP, donc le répertoire national de la certification professionnelle, dans les années qui viennent. Donc on est en train de préparer tout ça. On veut une reconnaissance dans les années qui viennent, mais du ministère du Travail, pas du ministère de l'Éducation. Donc c'est une formation professionnelle toujours. Par contre, ce qu'on a travaillé en amont, parce que c'est bien beau de pas avoir de diplôme, mais le but c'est que nos élèves travaillent, on a préparé justement des partenariats avec des éditeurs, avec des gens dans le domaine de l'illustration, l'animation, etc., pour prendre nos élèves en stage et pour faire un suivi de nos élèves, de manière à vraiment faciliter ensuite leur insertion professionnelle à la sortie. On allait les voir en mode « Bonjour, on veut ouvrir une école, est-ce que voici notre cursus, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qui manque ?» Donc c'est vraiment une démarche qui a beaucoup plu, je crois, à pas mal d'éditeurs, parce que je me souviens de gens comme Crystal Oulans de Kana ou Ellie Storm d'Ankama, qui étaient vraiment ravis de voir cette démarche, c'est-à-dire le fait qu'on vienne leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient, plutôt que de faire un truc et ensuite d'essayer de les ajouter dedans. En fait, les éditeurs, c'est les premières personnes qui vont employer nos élèves à la sortie. Donc pour moi, c'était vraiment important qu'ils aient un regard sur ce qu'on fait et qu'ils puissent nous conseiller par rapport à ça. Et ensuite, une fois qu'on allait voir, on a fait « Bon voilà, merci pour vos conseils, maintenant, est-ce que vous voulez vous aussi en faire partie ?» On veut faire des stages pour vraiment qu'ils voient comment ça se passe dans l'édition avant de devenir auteur. Est-ce que vous seriez prêts à les prendre en stage? On veut que vous veniez les voir tout au long du cursus pour que vous puissiez leur faire des retours, vous puissiez avancer avec eux, vous puissiez cerner les talents que vous voulez éditer à la fin. Est-ce que ça vous intéresse? Et effectivement, quasiment tous les éditeurs, je crois que tous les éditeurs qu'on est allés voir nous ont dit oui. Je me souviens pas d'un éditeur qui nous a dit non. Plusieurs d'entre eux sont même déjà venus rencontrer les élèves, leur donner un retour sur leurs travaux et leur expliquer leur vision du marché. Une démarche aussi intéressante pour les élèves qui peuvent commencer à se confronter au milieu professionnel que pour les éditeurs qui peuvent admirer les progrès des élèves et avoir une potentielle source de talent à portée de main. Toutefois, si dans un monde utopique tous les élèves finissent édités, c'est tout ce qu'on leur souhaite, les places sont quand même très limitées. Mais l'AIMA ne berce pas ses élèves d'illusions. Alors ça c'est un truc de toute façon, avant même qu'ils rentrent dans l'école, généralement c'est le truc que je dis le plus aux portes ouvertes parce que je tiens à ce que les choses soient claires. Notre but, évidemment que nos élèves deviennent mangaka, on veut que 100% d'entre eux deviennent mangaka, mais c'est absolument certain, ils ne seront pas tous édités. Enfin, si ça l'est, je serais super heureuse, mais on va dire que dans la conjoncture actuelle, ce serait complètement utopiste et ce serait leur mentir que leur dire « Bienvenue à l'AIMA, vous serez tous mangaka à la fin ». Génial. Donc on les prépare à ça avant même qu'ils rentrent à l'AIMA. On leur dit, voilà, le but c'est que le maximum d'entre vous soient édités. S'il y en a 2, 3, 4, 5 par an, franchement on sera content. Par contre le but c'est que tout le monde travaille. C'est-à-dire que si les autres soient pas édités, que déjà ils aient d'autres solutions. Il y a la voie royale, qui est la voie où un éditeur les édite à compte d'éditeur, mais il y en a plein d'autres qui existent aussi. Et on a déjà certains élèves qui nous disent que de toute façon ils préfèrent une autre voie, parce que c'est celle-là qui leur plaît le plus que celle-là. Enfin que la voie royale. Donc on essaye, enfin on n'essaye pas, on leur montre vraiment les possibles. Alors je sais pas si on leur montre tous les possibles, parce qu'il y a sans doute des choses qu'on connaît pas nous-mêmes, mais vraiment leur montrer l'étendue de tout ce qu'ils peuvent faire et leur apprendre aussi à jongler de l'un à l'autre. C'est-à-dire à pas dépendre d'un seul truc qui est un éditeur qui les édite, mais à savoir faire du character design, faire une mascotte pour une entreprise, faire une illustration, pour comme ça pouvoir mettre du beurre dans l'épinard, vivre de son métier et continuer à bosser sur son projet à côté. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi qu'un élève qui sort de là, enfin d'une école, qui va bosser complètement dans autre chose, qui pense avoir le temps à côté de faire son projet, qui au final le fera jamais parce que pour gagner son SMIC, il va travailler 35 heures par semaine et il n'aura pas le courage le soir de se remettre sur ses projets, quoi. Alors, dans tous les cas, il faut se battre, parce que les places sont limitées, et c'est un milieu qui est très compliqué, en tout cas au début.
Donc moi j'essaie de leur montrer que c'est possible, la preuve, mais surtout que tous ces corps de métier sont liés en fin de compte. L'illustration, ça peut tout à fait être dans un magazine, une couverture d'un manga. De plus en plus, il y a des romans graphiques qui viennent le jour, des publications sur le net, par exemple, des blogs animés, il peut y avoir des BD ou hebdomadaires, par exemple, une page qui sort, etc. C'est montrer à ces élèves qu'il n'y a pas qu'un seul débouché, carrément, que les autres sont possibles, mais comment les appréhender. Et il y a peut-être des débouchés qui seront à prioriser, parce qu'ils sont peut-être plus accessibles, plus faciles au début, avant de partir sur la branche qui nous intéresse. Nous sommes à la mi-journée. Si certains ont du mal à lâcher leur table de dessin, la majorité des élèves vont en profiter pour souffler et déjeuner à l'extérieur ou sur place dans un endroit spécialement prévu pour les repas. On apprend d'ailleurs avec amusement que la propreté des locaux fait partie des obligations des élèves dans un esprit à la japonaise. Avec la reprise des cours, nous apprenons également que le programme de l'AIMA ne contient pas que du dessin ou du scénario, mais aussi des cours qui leur serviront dans leur quotidien d'artistes professionnels. Oui, le but c'est vraiment de former des professionnels, donc pas juste leur filer des compétences en storyboard, en dessin, tout ça, effectivement, mais vraiment derrière qu'ils puissent en vivre. Ce qui fait une très grande différence entre des gens compétents et des gens qui en vivent. Donc du coup, à partir de la première année, déjà, on commence à travailler alors stratégie, c'est un grand terme que j'aime pas trop, mais comment dire, on commence à préparer leur avenir, c'est-à-dire que dès la première année, en fait, ils doivent tous déjà développer des réseaux sociaux et commencer à se développer une communauté. Parce que c'est important de montrer son travail et c'est important, année après année, comme ça, de capitaliser des gens qui vous suivent. À partir de la deuxième année, ils doivent créer leur site internet, donc ils font leur book, etc. évidemment tout le long, ils le présentent à des éditeurs, donc les éditeurs leur parlent de leur book et tout, et ils peuvent s'entraîner pendant leurs études, et ça c'est génial, pour ensuite arriver avec un vrai book à la sortie. Et pas découvrir à la sortie qu'avec quelqu'un qui leur répondra potentiellement pas, parce que les éditeurs reçoivent des quantités, enfin ils sont sollicités super souvent, donc là ils ont l'occasion de les voir dans un cadre vraiment privilégié, ils leur font des retours, et ils savent du coup ce qui marche et ce qui marche pas, donc ils se préparent vraiment une bonne voie pour la sortie. Et en plus de ça, effectivement, donc aussi bien avec les auteurs, déjà là ils ont commencé, que dans l'histoire du manga, puisque moi je leur enseigne aussi ça, ils voient comment fonctionne le manga, et on les forme même effectivement à la comptabilité, à la gestion d'entreprise et aux droits des auteurs, parce que quand on débarque sur le marché du travail, il faut savoir à qui payer ses cotisations, quel statut on prend, est-ce qu'on se met à la maison de l'artiste, est-ce qu'on fait une autre entreprise, est-ce qu'on se met en SAS, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment important en fait qu'ils sachent tout, et qu'ensuite ils puissent choisir, plutôt qu'ils partent dans un truc en se disant bon bah c'est comme ça que ça fonctionne, et qu'ils sachent pas tout le reste du panel qu'ils avaient à côté, et à côté duquel ils sont potentiellement passés. Donc on leur apprend vraiment à se faire un projet professionnel où ils peuvent miser un peu sur tout pour avoir le maximum de chances d'y arriver. Et parmi les projets auxquels les élèves vont pouvoir participer, il y a l'AIMAG, le magazine de l'école. Bah en fait on a publié 2 AIMAG l'année dernière, donc le numéro 0, le numéro 1. Déjà ça on le distribue aux éditeurs, donc ça leur permet en fait d'être dans les mains des éditeurs et que les éditeurs puissent voir leur progrès. Ça c'est un truc, il y a déjà un vrai progrès entre les deux, c'est au bout de 3 mois de cours, au bout de 10 mois de cours. Et les éditeurs nous l'ont fait remarquer. Et du coup, prête attention en plus à certains élèves en particulier. C'est vachement important pour nous aussi parce qu'il faut avoir le niveau pour être dedans. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous dedans. Ils peuvent tous l'être, on a la place de tous les mettre, mais on leur a dit qu'on ne vous les mettait que s'ils avaient le niveau suffisant pour y être, pour avoir un produit fini et vendu. Parce que c'est vendu au profit de l'association, en fait les bénéfices sont pour l'association des élèves. Donc déjà ça leur met un niveau, ça leur montre où est-ce qu'il faut arriver pour pouvoir être édité. Alors là c'est le magazine de l'école, donc ça on n'est pas encore à un niveau professionnel, sinon ils n'auraient pas besoin de nous concrètement, mais déjà voilà, ça met un niveau chaque année. Et en plus de ça, c'est super formateur parce que c'est édité, donc il faut qu'ils cleanent leur planche, il faut qu'ils mettent les textes, il faut qu'ils le rendent à l'heure. Bon, rendre à l'heure chez nous c'était déjà obligatoire, mais là ils ont une pression supplémentaire. Et ça leur permet aussi de voir certains aléas de l'impression, puisque pour celui-là, par exemple, on a eu un gros souci avec un imprimeur qui nous a planté 10 jours avant la parution. Du coup, on a dû tout refaire dans l'urgence, et en fait, on a eu un gros problème de trame. Et si on voulait l'avoir pour la Japan Expo, on était obligé de l'imprimer tel quel. Donc ça leur a permis de voir aussi ce qui peut se passer parfois avec des imprimeurs, avec des gens qui vous lâchent au dernier moment, donc avec vraiment le fait qu'il faut prendre les choses très en amont et très à l'avance pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment super formateur. Là par exemple sur celui-là,
on a tous été extrêmement déçus par les trames à l'intérieur qui, vraiment, enfin les élèves ont produit un travail de très bon niveau, de très bonne qualité. C'est pas du tout en leur honneur ce qu'il y a dedans, parce que ils ont vraiment fait quelque chose de meilleur que ce qu'on a là. Mais ça leur permet aussi de découvrir maintenant dans la formation ce genre de truc, plutôt que de le découvrir une fois qu'ils sont pros. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et puis, ils travaillent pour faire des livres, donc c'est important que chaque année, ils en aient un dans les mains, que ça c'est fait, que ce soit imprimé et qu'ils puissent repartir avec et le garder, quoi. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en plus, on l'emmène sur les salons, donc TGS, Angoulême, Japan Expo, tout ça, et ils le dédicacent. Donc ça leur permet aussi en fait de voir ce que c'est que se confronter à un public, avoir un retour, faire des dédicaces, tout ça. Donc ça les met vraiment dans la peau d'auteur, puisque c'est ce qu'ils doivent devenir, et c'est voilà, petit à petit, ils se construisent justement en tant qu'auteur. En fait, au début, c'est un peu effrayant parce que on se dit les gens ils vont juger nos dessins, ils vont dire qu'on est parce que enfin moi personnellement je pars pas du principe que j'ai un niveau de malade et que les gens vont adorer ce que je fais. Donc du coup j'ai plutôt tendance à me dire oh mon dieu, les gens vont voir ce que je fais, moi qui dessinais sur mes petits cahiers à l'école, aïe aïe aïe, s'ils aiment pas, si ça leur plaît pas, enfin il y a plein de choses comme ça et au final en fait on se rend compte que les gens ils adorent la démarche, ils aiment beaucoup qu'on discute avec eux, qu'on leur fasse découvrir l'école, ils sont vraiment intéressés. Sur tous les salons qu'on a fait, on s'est jamais heurté quasiment à des personnes extrêmement réfractaires, quoi. Fin des cours à l'AIMA, mais pas fin de la journée, puisqu'un hasard du calendrier a voulu qu'un invité soit présent ce soir, un professionnel du milieu, Sylvain Dos Santos, scénariste de Booksters et Marble Gen chez Kana et professionnel de l'animation. Il vient ce soir présenter le milieu de l'animation aux élèves et les ponts avec le manga. Mais sa présence ne s'arrête pas à cette présentation, puisqu'il sera présent tous les soirs de la semaine afin de faire travailler les élèves sur un dossier fictif de projet d'animation. Un bel exemple de ce dont on vous parlait un peu plus tôt, à savoir de préparer les élèves à d'autres alternatives que mangaka dans des milieux proches. Et Sylvain n'est pas le seul invité à être passé par l'AIMA et à avoir donné cours aux élèves. C'est enrichissant dans le sens où on voit plusieurs méthodes de travail en fait. On a rencontré des gens qui travaillent très différemment. Par exemple, Tony Valente ne travaille pas du tout comme Renaud Lemaire, qui ne travaille pas du tout comme Saïd Sassine, et on a pu voir ces trois méthodes de travail, ces trois styles non seulement graphiques mais narratifs aussi, et ça vraiment c'est très très enrichissant. C'est vraiment une aubaine pour nous parce que ça nous permet d'une part de rencontrer des gens vraiment intéressants qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs en fait. C'est pas des occasions qui se présentent tous les jours. Ça nous permet de poser des questions pertinentes et d'avoir des réponses à souvent des questions qu'on se pose. Et on va pas aller sur internet contacter un mangaka et lui poser des questions comme ça. C'est pas. On est sûr qu'il nous répondra dans 2 ans ou 3 ans, quoi. Donc ouais, c'est vraiment sympa pour avoir les réponses à nos questions. Et puis je sais que les premières années, ils ont eu une masterclass avec Saïd Sassine, qui lui leur a fait cours pendant 1 semaine. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une chance inespérée. Alors au final, qu'avons-nous pensé de cette journée passée à l'AIMA ? Tout d'abord, ce lieu respire la passion. Pas de volonté de prendre des classes surchargées et d'amasser un maximum d'argent. Pas de fausses promesses, pas d'enseignement au rabais, au contraire. Ce qui est fait pour de bonnes raisons avec de bonnes intentions. Que ce soit les élèves, les professeurs ou la direction, on ressent un amour du manga et une envie de bien faire. Et visiblement, ça fonctionne. Il suffit de regarder le bon en qualité entre les 2 IMAX sortis pour être convaincu que dans 2 ans, les éditeurs pourront venir faire leur sélection à la manière d'un Disney qui vient choisir ses nouvelles recrues à la sortie des Gobelins. Ce serait vraiment dans leur intérêt en tout cas. Mais avant de terminer, il nous reste un dernier point à aborder. AIMA signifie École internationale du manga et de l'animation. Or, on n'a pas beaucoup parlé de l'animation, pour une raison assez simple. Ce cursus est encore en préparation pour la rentrée prochaine. Un petit mot sur ce qui se prépare, Claire ? Alors, le cursus animation, il est en pleine constitution encore et toujours, puisqu'on le bosse avec des animateurs français installés au Japon, qui nous filent un coup de main là-dessus, avec des grands noms dont j'ai pas le droit de parler pour l'instant, mais qui sont des gens... Voilà. Donc, en fait, je leur ai carrément donné je leur ai dit, voilà, on veut faire un cursus animation, est-ce que vous voulez bien nous aider ? Ils ont dit oui, je leur ai fait, vous voulez le faire tout court ? Ils ont fait oui, je fais super. Donc en fait, on attend régulièrement des retours, mais déjà, c'est un cursus qui est axé sur le Japon. On forme des animateurs japonais. Donc qui peuvent travailler en France, enfin qui peuvent travailler au Japon en premier lieu, qui peuvent aussi travailler en France et aux États-Unis, parce qu'en fait, les techniques japonaises sont utilisées aussi et recherchées aussi en France et aux États-Unis.
mais on les forme à travailler en 2D. Déjà, donc on n'est pas sur la 3D. On les forme à tous les métiers de l'animateur, mais de base, c'est-à-dire le background, le storyboard, le chara design, toutes ces choses-là qui sont en fait vraiment à la base et qui sont pas toujours les choses les plus mises en avant dans les écoles d'animation classiques à l'heure actuelle. Donc il se crée petit à petit, on a déjà de grosses compétences en termes de profs pour ce cursus-là qui arrive, mais pour l'instant il est encore... Là, on sait quel cours il va y avoir, précisément. Maintenant, on est en train de travailler sur le volume horaire de chaque cours pour pouvoir définir le tarif. Voilà. Donc, il va ouvrir en 2018. C'est demain, donc on est à fond dessus. Et il va vraiment s'accorder avec le cursus manga. Le but, en fait, c'est également de travailler l'intermédiaire, c'est-à-dire de faire des projets inter-cursus, donc entre le cursus animation et le cursus manga, parce que les deux sont liés, donc qu'ils comprennent dès vraiment leurs études comment ils peuvent relier les deux et penser l'un avec l'autre. C'est-à-dire faire un manga qui puisse être adapté en animé, ou faire une animation qui puisse être adaptée en manga. Voilà. Voilà, de beaux projets pour l'avenir donc. Il ne nous reste plus qu'à vous conseiller de passer les voir pendant leur porte ouverte et de passer les voir en salon. Pour conclure, on a décidé de laisser le mot de la fin à ceux qui y vivent au quotidien, s'il fallait encore vous convaincre du bien fondé de leur démarche. Oui, assez différent. On s'occupe du ménage, on est tous là, on se voit tous les jours. C'est convivial. Moi, j'aime beaucoup. Après, y a des personnes qu'on apprécie plus que d'autres, il y a des personnes avec qui on parle moins, même si c'est une petite structure, mais généralement, par exemple, quand on mange, on est tous ensemble et ça se passe bien. Donc, moi, j'aime ça, cette proximité. Même prof-élève, ça me convient tout à fait. Je trouve ça bien. La structure est vraiment intéressante parce que les profs et les directeurs sont des passionnés qui veulent vraiment faire passer l'enseignement avant la rentabilité. C'est une opportunité que je peux pas trouver ailleurs en fait, en France en tout cas. Ce genre d'enseignement, cette thématique et la rencontre avec des élèves qui ont peut-être la chance que moi j'ai pas eu à l'époque. Quand j'avais leur âge, des écoles de dessin, il n'y en avait pas tant que ça. C'était vite restreint, ça partait rapidement soit dans la mode, soit dans la publicité. C'est plus ou moins l'école que j'ai fait d'ailleurs. Et donc c'est en fait, je me retrouve à enseigner à des élèves ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne moi. Et donc ça c'est vraiment un gros plaisir. J'aime beaucoup cette ambiance parce que ça permet vraiment d'avoir un réel suivi avec les professeurs. On peut, le fait qu'ils aient le bureau en open space comme ça permet réellement de pouvoir aller les voir entre midi et 2 quand ils sont pas occupés bien sûr, pour faire des mises au point sur des dessins quand on a des difficultés pour des travaux à rendre, ce genre de choses. Ça c'est vraiment sympa. Et puis après on est un peu tous ensemble, on discute tous ensemble, on a une grande table pour se réunir pour manger entre midi et 2 et ça permet réellement un échange et du coup on peut discuter avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées dans la vie de tous les jours, donc ça élargit pas mal les horizons et pas mal les cultures. Aujourd'hui l'apprentissage il peut se faire n'importe comment. On peut tout apprendre sur internet, on peut tout apprendre sur YouTube. Donc vraiment si on voulait devenir dessinateur tout seul, on pourrait le faire. Ça prendrait beaucoup plus de temps bien sûr, mais justement l'intérêt de faire une école comme ça, c'est d'avoir accès donc à ce réseau, c'est de partir sur des conventions, c'est d'avoir un cadre dans lequel on peut rencontrer de nombreux auteurs. On a rencontré quasi tous les auteurs de manga français. On a rencontré Kim Jung-gi qui fait le dessinateur coréen très très célèbre là, on a pu le rencontrer, et puis on a eu accès à de nombreux éditeurs aussi, donc ça c'est vraiment pour moi le plus grand atout de cette école, c'est le réseau auquel on aura accès, et pendant qu'on est à l'école, parce que les éditeurs regardent nos publications, regardent les petits tomes qu'on a sortis de nos recueils de travaux, et à la sortie, pour pouvoir démarcher des éditeurs, ça nous donne un avantage vis-à-vis des gens qui n'ont pas fait d'école et qui du coup se retrouvent tout seuls en train d'essayer de démarcher dans un milieu qu'ils ne connaissent pas nécessairement.